Bonsoir à tous, bienvenue à cette livraison de l'actualité. Voici les titres. Au menu du Conseil des ministres de ce mercredi, la construction de centres d'excellence universitaire, un projet de construction d'officines de pharmacie publique à Cotonou, l'intégralité des décisions au Seuil Journal. Et puis nos guépards s'aguerrissent pour affronter les Super Eagles du Nigeria et par la suite le 11 libyen. Objectif, Coupe d'Afrique des Nations, entrevue avec sérénité même si la mobilisation n'est pas encore totale sur la liste des joueurs appelés. Engouement en Somalie à l'étranger pour élire le futur président. À Bakou, plusieurs leaders appellent à une finance climatique consensuelle. Détention prolongée au Danemark du militant écologiste Paul Watson. En Indonésie, une éruption volcanique fait annuler plusieurs vols. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision nationale. Au cœur des décisions du Conseil des ministres aujourd'hui, la construction de centres d'excellence universitaire, un projet de construction d'officines de pharmacie publique à Cotonou, des nominations à la clé. Voyons toutes les décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Les décisions dont voici la substance ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre 2024, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, les décrets portant approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin ont été adoptés. Au titre des communications, en point 1, construction de centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du cadre de vie accompliront les diligences nécessaires à cette fin et veilleront à la bonne exécution des travaux. En point 2, autorisation de signature de la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. La dite convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation des sites patrimoniaux d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un partenariat entre l'État béninois, l'Agence française de développement, l'Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah. Érigé dans le domaine de l'ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l'espace d'accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque, un espace de formation et de coworking.
Il contribuera ainsi à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s'intéresser à la culture. Le Conseil a marqué son accord pour la signature de la Convention de partenariat tripartite irrelative. En point 3, autorisation d'adhésion du Bénin à l'Open Government Partnership, OGP. L'OGP est un partenariat multilatéral visant à promouvoir un gouvernement ouvert, c'est-à-dire la transparence de l'action publique et l'accessibilité à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile en se basant essentiellement sur le numérique et les nouvelles technologies. L'adhésion à cette initiative permettra le renforcement des capacités sur la réforme du système budgétaire et la conduite des dialogues y afférents dans un processus ouvert, participatif et inclusif pour une optimisation des allocations et un meilleur ciblage des besoins prioritaires. Elle favorisera aussi l'appropriation et l'utilisation des nouvelles technologies dans la conception d'un budget qui reflète à la fois la transparence et la bonne gouvernance. Le Bénin étant déjà un leader international en matière de budget ouvert, son affiliation à l'OGP conforterait le choix du gouvernement de pratiquer une gestion efficiente des finances publiques ainsi qu'un processus budgétaire collaboratif. Le Conseil est favorable à la formalisation de cette admission, à charge pour le ministre de l'Économie et des Finances d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. En point 4, contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique la participation du Bénin à la 15e conférence des ministres du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée du 11 au 13 décembre 2024 à Monrovia, au Libéria. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directeurs généraux des agences de sauvegarde de la culture ainsi qu'il suit. Aire culturelle Adjatado, M. Paul Akoyi. Aire culturelle Grand Borgou, M. Marcel Bonaventure Orufiko. Aire culturelle Montagne, M. Aïwa Blaise Tchétchao. Aire culturelle Yoruba, M. Aboudou Fataï Fadei. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Directeur de l'enseignement secondaire général,
M. Slassifi Draman. Directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, M. Kofi Sambieni. Directeur général du Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage, M. Kofi Kentosu Arsène Zokli. Directeur de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Mme Sejro Jemima Ketsia Akle, épouse Kerekou. Directeur des examens et concours, M. Armand Kouyema Nata, je vous remercie. 11 nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Bénin et ont présenté leur copie figurée de leur lettre de créance au ministre des Affaires étrangères cet après-midi. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires représentant le Venezuela, la Grèce, l'Irlande, l'Australie, la Norvège, le Nicaragua, le Canada, la Malaisie, le Tchad, l'Ordre souverain de Malte et la Finlande. Tous seront bientôt reçus par le chef de l'État en personne. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est sur le point de se renouveler. Le top du processus électoral a été lancé ce matin au ministère de la Justice. La présidente du comité d'organisation des élections consulaires, Zalia Bakoudogo Alassane, en décline la feuille de route. Génial Lafouda Mosiaboka et Jean Nombima nous proposent ici un extrait substantiel. Écoutons. L'inscription sur la liste électorale prévue pour se dérouler du 12 au 21 novembre 2024 est une opération qui est du ressort de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les entreprises qui remplissent les conditions requises peuvent donc s'inscrire sur la liste électorale prévue à cet effet. Cette étape cruciale pour garantir la transparence du processus électoral, mais surtout la possibilité d'être candidat, durera 10 jours. Dès le 1er décembre, la liste définitive des électeurs sera affichée dans les sièges départementaux et publiée sur le site de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Puis, un appel à candidature sera lancé le même jour, soit le 1er décembre 2024. Cette opération va durer 7 jours. La liste des candidats retenus sera publiée le 13 décembre 2024 par la Sénat, accompagnée des détails pour le déroulement du scrutin. Partant du même procédé, la période du 13 au 15 décembre 2024 sera consacrée au recueil des requêtes en contestation relatives aux candidatures sur la liste publiée, et la publication de la liste définitive des candidats le 21 décembre 2024. Le 25 décembre 2024 s'ouvrira la campagne électorale qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier 2025. Le 5 janvier 2025, de 0h à minuit, sera consacré au vote proprement dit. Les résultats définitifs seront centralisés et proclamés au plus tard le 10 janvier 2025, après les opérations diverses de recours et leur prise en compte. Le 11 février 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce procédera à l'installation officielle des nouveaux membres élus. Voilà donc pour le parcours du processus électoral consulaire. Fin de calvaire pour les usagers de la route de l'axe Kota-Kouandé. Les travaux de réhabilitation avancent à grands pas. C'est 43 km de péripéties routières qui vont se conjuguer enfin au passé. Nos reporters Giscard Rakbovi et Enoch Gompati qui l'ont éprouvé, qui en ont été éprouvés, eh bien, sont allés voir l'évolution de la réhabilitation de cette route. Les travaux d'aménagement de la route reliant Kota à Kouandé sur une distance de 43 km avancent à un rythme satisfaisant. Pour les usagers de l'axe Kota-Kouandé, les jours de calvaire touchent bientôt à leur fin. Ils expriment leur gratitude envers le gouvernement pour cette initiative. Nous sommes vraiment très contents. En période de pluie, je pourrais dire qu'on souffrait vraiment. Nous disons infiniment merci au gouvernement pour la route. Nous avons eu à traverser beaucoup de tracas sur la voie là. Vraiment, je suis très content par rapport à la réalisation du bitumage de la voie.
c'est un acte à louer. Vraiment, nous remercions beaucoup le gouvernement. Désormais, nous pouvons circuler librement et en toute quiétude. Sur le chantier, l'entreprise chargée de l'exécution met tout en œuvre pour améliorer cette voie, longtemps restée dans un état de dégradation avancé. À ce jour, 10 km ont déjà été bitumés. On a commencé le travail de la route d'aménagement Kota-Kouandé. Ça fait 43 km. Actuellement, on a déjà fait le bitumage de 10 km. Pour le moment, le travail évolue correctement. Les ouvriers, tout le monde va bien. Il n'y a pas d'inquiétude. On travaille normalement. Les difficultés liées aux déviations temporaires ont été efficacement résolues. On a des difficultés par rapport aux déviations, mais à un moment donné, ça s'est amélioré. Les citoyens, tout le monde nous qualifie notre travail. Le chantier avance et l'espoir grandit. Bientôt, la route Kota-Kouandé ne sera plus synonyme de souffrance, mais de progrès. Belles images d'une bonne perspective routière à une autre, réjouissante cette fois-ci également pour les producteurs de manioc à Kétou. Nous sommes dans le département du Plateau, important bassin de production de tubercules, réputé pour son dérivé, le gari, mais aussi pour le tapioca. Et justement, une unité de transformation va s'ériger par les bons soins de la SONAMA, la Société nationale de mécanisation agricole. Le grand fermier national Gaston Corsido-Sououi, ministre de tutelle, était fier d'aller donner un premier coup de pioche. À sa suite, Renaud Akapo, Eloïse Unator et Ernest Tétégou. Un avenir radieux se profile à l'horizon pour la commune de Kétou avec ses coups de pioche qui annoncent le point de départ d'un projet d'envergure. Le manioc, principale production de cette localité, ne sera plus vendu à l'état brut au-delà des frontières. Encore quelques mois pour voir émerger l'usine de transformation de manioc qui va produire la révolution industrielle tant attendue ici. Qui parle de la commune de Kétou parle de l'agriculture. Qui parle de l'agriculture, le gouvernement est en train de le faire, c'est qu'il faut aller vers l'industrialisation. Il sera construit ici à Kétou un complexe de transformation de manioc en lafou et autres dérivés de manioc. Il est attendu de la SONAMA la réception des clés de ces 6 co-entreprises au plus tard fin juin 2025. Les retombées liées à ce projet sont variées et diverses et les organismes partenaires n'ont pas tardé à apporter leur soutien. En participant justement au financement du PADAM, le FIDA et les fonds OPEP accompagnent le gouvernement dans la réalisation des objectifs et des priorités de développement du pays. L'objectif des unités de transformation est d'assurer aux différentes coopératives de producteurs agricoles un marché sécurisé. La Société nationale de mécanisation agricole SONAMA, qui a la charge des travaux, a pris la mesure de l'enjeu. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an. C'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine. Le challenge, ça va être de faire encore mieux que ce qui est fait aujourd'hui avec l'assistance et avec votre matière première. La politique de transformation locale des produits agricoles prônée par le gouvernement est en marche. Et l'usine de Kétou, une fois installée, va produire le lafou, mais pas seulement. L'usine qui va être installée ici va produire du lafou meilleure qualité, labellisé, qui va voyager sur de très longues distances. Mais l'usine ne fera pas que lafou. Donc, les 3 usines de manioc doivent produire de la farine panifiable. Et nous allons faire des contrats avec les minoteries de la place, les moulins de la place, pour recevoir la quantité qu'il faut pour mélanger depuis l'usine afin que notre pain aujourd'hui soit effectivement made in Benin. Outre le grenier du plateau, les communes de Dassa, Banté, Tofo, Aplakwe et Bopa vont également bénéficier de la construction de ces usines de transformation pour le maïs et le riz pour un coût total évalué à environ 4,5 milliards de francs CFA. Eh bien, on piaffe de savourer ces pains au lafou de Kétou.
Actualité de la COP 29 sur le climat. Direction Azerbaïdjan. De jeunes béninoises acquises à la cause climatique donnent de la voix à Bakou. Elles partagent, exportent des expériences en cours au Bénin et invitent les négociateurs à des décisions très concrètes au-delà des professions de foi et des déclarations d'intention. Notre témoin là-bas, c'est notre envoyé spécial, William Tchoki. Iris Coco, la vingtaine à peine, et jeune diplômée de l'université, est engagée depuis quelques années dans la cause climatique. Elle est aussi membre de l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Ici, elle participe à un set event au pavillon des jeunes de la COP 29. Elle partage son expérience, veut inspirer et encourage les jeunes à continuer d'agir pour la planète. Beaucoup de jeunes béninois n'ont pas encore réellement compris l'enjeu du changement climatique, n'ont pas encore réellement compris le danger que nous sommes en train de courir. Mais je suis contente aussi parce que dans le même temps, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont intéressés, qui font des initiatives pour lutter contre le changement climatique et je suis vraiment très contente. J'appelle les filles, les jeunes femmes parce que si vous ne le savez pas, nous sommes proportionnellement plus touchés à 70%. Elles apprennent aussi à être des jeunes leaders, à partager des initiatives concrètes pour la protection de l'environnement. On forme les jeunes sur comment tenir un petit potager, comment faire un petit jardin chez soi. Également au niveau du reboisement, nous œuvrons à les former sur l'importance du reboisement. Nous agissons également sur la transition de l'énergie et nous avons fait plein de formations sur le charbon écologique, favoriser les nouvelles formes d'énergie renouvelable. Les questions climatiques font aussi allusion aux défis liés à la paix et à la sécurité. Donc il faut un engagement accru pour une bonne gouvernance dans ces thématiques aussi. Elle s'engage contre l'inaction humaine face au changement climatique. Elle dialogue avec les négociateurs et délégués pour un avenir plus durable. Nous restons avec ce dossier dans l'univers de promotion environnementale. Nous vous proposons une halte dans nos réserves de faune de la Pandjari. En 5 années de gestion rigoureuse de ces réserves, les populations des animaux sauvages ont doublé, voire triplé. La Pandjari est devenue un parc de tranquillité pour les animaux du complexe WAP. Balade au cœur de la Pandjari, royaume de la faune épanouie, promesse de safari. C'est un reportage signé William Tchoki, Patrick Bénon. C'est l'heure d'étancher le soif, comme tous les midis, au parc Pandjari. Ils se déplacent toujours en famille. C'est pas chidem. Il y a 15 ans en arrière, leur population a drastiquement baissé. Beaucoup de pertes dues au braconnage, soutenues par les réseaux criminels. Ici, au bord de la Mabali, à l'intérieur de la réserve de biosphère, ils ont retrouvé leur tranquillité, comme ce troupeau de buffles à l'autre bras de ce plan d'eau. Au cours de notre balade, à l'intérieur de cette réserve de faune, nous tombons par enchantement sur ce félin. Nous immortalisons avec notre appareil photo et caméra ce moment inédit. C'est bon, il est par ici. C'est le guépard, l'animal emblème de la Pandjari. Attendez. Il est parti. Ici, un damalisque au cône bien dressé, traversant la piste pour rejoindre un autre couple. À l'intérieur de la mare, ces hippopotames s'érigent en maîtres des lieux, le corps totalement immergés, laissant apparaître leurs oreilles tremblantes au sommet de la tête. Le roi de la jungle n'est pas loin, il est au repos. Il guette le moment opportun pour sauter sur sa proie, ces troupeaux de copes de buffons, aussi aux aguets.
Après ce très beau voyage dans la jungle, à présent une action écologique de l'Église catholique au Bénin. Incité à une révolution verte par l'éco-citoyenneté sur la sauvegarde de notre maison commune, la Terre, c'est l'objectif du programme Église verte. Un programme lancé par la conférence épiscopale à Lokossa. Il s'agit aussi d'un état d'esprit, celui de lutter contre les changements climatiques. Gilles Dansou nous en parle. L'Église catholique en parfaite harmonie avec la promotion des bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement. Le programme Église verte de l'archidiocèse de Cotonou répond à l'appel du pape François sur les impacts des changements climatiques et la nécessité de préserver notre maison commune qu'est la Terre. Ce programme s'étend vers les autres diocèses du Bénin. La Révolution verte prend ainsi corps. Il est temps d'agir. Nous, en tant que communauté chrétienne, avons une mission claire, être des gardiens de la création. Dans les Saintes Écritures, nous appelons que Dieu a confié la terre à notre soin. À terme, l'Église catholique contribuera durablement au défi de faire de notre pays un Bénin vert, résilient aux effets des changements climatiques en synergie avec les autorités compétentes. Un programme décliné en plusieurs objectifs. C'est de travailler à une sensibilisation, une éducation pour un changement de comportement. Et en cela, on parle de conversion écologique, donc laisser les mauvaises habitudes de destruction de notre environnement. La gestion innovante des ordures et déchets. Comment est-ce que nous allons faire le recyclage, nous allons faire le tri-valorisation, faire en sorte que notre environnement soit propre et sain. Le ministère en charge du cadre de vie apprécie à sa juste valeur ce programme qui est avant tout une activité éco-citoyenne. L'objectif général de cette conférence est clair. Mettre en place une stratégie qui contribue substantiellement à la sauvegarde de notre terre. C'est un voyage vers l'intégration des principes de Laudato Si et de Laudato Deum dans toutes nos voies de vie. Programme Église verte et l'environnement est sauvé. À présent, une initiative pour dompter les infections. Le Bénin est à ce sujet l'hôte de la 4e édition de la conférence scientifique de l'école ouest-africaine de biologie médicale. Les spécialistes discutent autour de la consolidation du renforcement de la capacité diagnostique en Afrique de l'Ouest. Grosse problématique autour de laquelle les rôles des professionnels et de l'État sont interrogés. La vision, c'est de disposer de laboratoires de grande qualité. Gloria Oni, Ernest Tétégou. Les infections émergentes sont de nouvelles pathologies qui sèment la terreur au sein des populations. Elles connaissent une recrudescence due à certains agents pathogènes. Ces biologistes se sont réunis pour attaquer le mal à la racine. Ils souhaitent un cadre de travail adéquat pour expérimenter l'excellence au bout de leurs doigts. ECOWAS Regional Government. L'objectif pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gouvernements de la nécessité d'avoir des labos de haut niveau qualifiés pour faciliter les diagnostics dans la sous-région de la CEDEAO. Disposer des laboratoires de qualité garantirait des résultats fiables, précis et rapides dans la détection, le diagnostic, le traitement et la gestion des infections. Nous devons œuvrer pour le processus d'accréditation de nos laboratoires qui est un défi important à relever. Le gouvernement du Bénin s'est engagé dans une démarche volontariste pour renforcer la qualité des soins à travers tout le pays, avec un accent particulier sur la précision et la rigueur du diagnostic biologique, qui est un maillon essentiel et qui agit bien entendu directement sur les chances de guérison des patients. Plus de 700 000 cas de décès sont attribués chaque année à ces infections qui résistent aux antimicrobiens selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les étudiants des centres d'alphabétisation sont en évaluation finale. Un programme mis en œuvre pour accompagner les artisans béninois. C'est le ministre des Enseignements secondaires,
technique et de la formation professionnelle qui a présidé au lancement des épreuves à Natitingou, témoin Jean-Claude James Ivagoropessi. Ces candidats sont évalués dans 13 langues. Sur la ligne de départ, 17 277 candidats, dont 10 172 femmes, tentent de tirer leur épingle du jeu. L'effectif cette année est plus élevé que l'année dernière. L'année dernière, nous étions à 10 020 candidats. Et nous avons une croissance de 41,26% au titre de cette année. Et l'objectif, c'est tout faire pour doubler cet effectif parce que nous en avons la possibilité, nous en avons la capacité. L'alpha va impacter surtout les femmes qui sont allées peu ou pas à l'école. Et dans les salles aujourd'hui, vous-même vous avez constaté avec nous que nous avons plus de femmes que d'hommes. Au terme du processus, les apprenants de la première année passeront en classe supérieure et ceux de la deuxième année seront déclarés alphabétisés selon les résultats. Depuis quelques années, nous ne faisons pas forcément de l'alphabétisation de masse. Non, c'est vraiment orienté vers l'artisanat. Et l'alphabétisation, pour nous, c'est un outil pour soutenir nos artisans. Voilà pourquoi nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle. Et à ce niveau, je voudrais dire merci au nom du gouvernement à nos partenaires, notamment la coopération suisse. Très positive, je suis impressionnée par le nombre de candidates qui sont très majoritaires et quelques candidats. Donc c'est vraiment très encourageant. On voit qu'il y a un engouement et un besoin. Et on est heureux, la Suisse, à travers son programme d'appui à l'alphabétisation, est heureuse de concourir aux efforts du gouvernement béninois pour promouvoir cette alphabétisation fonctionnelle. Les candidats viennent de 4 départements, Borgou, Alibori, Atakora et Donga. Ils sont répartis dans 662 centres. Le lancement ce mardi à Cotonou du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours a fasciné et vraiment impressionné les élus communaux du Bénin. Au sortir du Forum national dédié, un dîner de gala a réuni les maires des 77 communes du Bénin, des représentants de programmes destinés à l'alimentation des enfants et des représentations accréditées au Bénin. Autour de ce grand monde, Benjamin Denayon et Arnaud Adaya. La politique béninoise d'alimentation et de nutrition fait des émules au sein des maires des 77 communes du Bénin. À ce dîner gala riche en repas copieux et en animation, 2 motions de soutien sont adressées au gouvernement en présence des représentants du Programme alimentaire mondial PAM et du Fonds des Nations Unies pour la population. Convaincu que le déploiement de ce projet en direction des femmes enceintes et des enfants de notre pays contribuera à accroître de façon significative les capacités des futurs citoyens de notre pays. Le NCB adresse un soutien total au chef de l'État et à son gouvernement. Considérant la place de choix qu'occupent les communes dans les projets et programmes de développement, appréciant l'appui de l'État centrale à l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et aux communes, exprimons notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Le directeur de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, et le président de la commission des missions de sécurisation présidentielle s'engagent à transmettre à qui de droit les messages. Les élus locaux sont convaincus que le développement passe d'abord par la base. Je voudrais, au nom des maires ici présents, dire que nous réaffirmons notre attachement à la paix sociale qui règne au Bénin, à la stabilité actuelle de notre pays et à la force de sa démocratie. Nous travaillons pour cela, nous n'avons pas le choix, des communes en paix et des citoyens béninois en paix. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption promet la lutte dans chaque commune pour un bon développement à la base. Sport à présent, on va aller voir comment s'entraînent nos guépards qui se préparent à affronter le 14 novembre prochain les Super Eagles du Nigeria et le 18
la Libye. Nos joueurs ont rapidement pris leur marque pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Dimanche dernier, le regroupement a débuté ce mardi. Les entraînements se sont poursuivis dans la plus grande sérénité, tel que capté par nos reporters. Le groupe affiche d'ailleurs un bon état d'esprit, malgré les quelques absents sur les 25 convoqués. Blaise Adanko, Mathieu Soukenon. Sur les lèvres du sélectionneur des Guépards, une seule expression revient depuis la publication de sa liste de 25 pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'exploit est possible, on y croit. Les Guépards, deuxième de leur groupe, ont leur destin en main. Ils ont débuté depuis dimanche les préparatifs pour affronter le Nigeria le 14 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, avant un déplacement à Tripoli le 18 novembre pour affronter la Libye. Le groupe travaille dans la sérénité. Les entraînements se passent bien, on a de bonnes conditions de travail, on est le matin à l'hôtel, on a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi, on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, des joueurs clés comme on dit, mais on va faire 100. Tout le monde les connaît. C'est vrai que dans l'axe, on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous. Ils ne sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée, en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà, une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Pour effectuer leur retour dans la plus belle des compétitions africaines, les Guépards veulent compter sur le 12e homme. Là, on a besoin plus que jamais d'eux parce que nous avons gagné tous les matchs ici. On voudrait continuer sur cette lancée. Ça va être plus difficile parce qu'on est un peu handicapé. Le 11 national va poursuivre sa préparation. La reconnaissance de terrain, dernière séance d'entraînement, aura lieu dans l'après-midi de ce mercredi, veille du match Bénin-Nigeria. Désolé pour la qualité des images sur l'entraîneur. Écho à présent de la 45e édition de la compétition africaine des clubs champions. La compétition de la Fédération africaine de handball s'est déroulée du 10 au 19 octobre 2024 au Maroc. 16 équipes ont participé au championnat et le Bénin a su tirer son épingle du jeu avec ses 2 équipes, Adidja des Forces armées et Flowers. Les 2 équipes ont d'ailleurs été reçues ce mardi au stade général Mathieu Kérékou par le ministre des Sports. On vous invite à voir les images avec Gloria Oné. Des conquérants qui méritent d'être célébrés et une victoire qui témoigne des exploits d'un esprit d'équipe. Les Adidja et les Flowers, 2 équipes qui ont vaillamment représenté le Bénin lors du championnat d'Afrique des clubs champions au Maroc. Adidja finit 5e de la compétition et Flowers se distingue par son titre de vice-champion. Les résultats que vous avez obtenus sont tout simplement remarquables. Nos 2 clubs, Flowers et Adidja, ont brillé de 1000 feux sur la scène internationale. Flowers, en décrochant la médaille d'argent, a confirmé son statut de référence de handball béninois et s'est hissé au sommet du continent africain. Les couleurs du drapeau national ont brillé et cette expédition victorieuse étreint la joie et un sentiment de fierté. À travers cette excellente participation de ces 2 équipes du handball béninois, c'est tout le landerneau sportif qui se sent honoré. Je suis conscient des défis auxquels vous êtes confrontés, notamment celui de disposer d'infrastructures sportives adaptées aux séances d'entraînement et même pour accueillir des compétitions de haut niveau de la sous-région. Je vous rassure que la vision n'a pas changé. Et je pense que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le chèque, mais c'est que nous puissions, comme dans certains pays, arriver à un système où le champion est systématiquement pris en charge par l'État pour sa participation à la compétition africaine. 2 équipes qui sont constituées de joueurs mentalement prêts à affronter toutes les éventualités. Arrivé là-bas, on s'est retrouvé dans notre poule qui était franchement pas des moindres. Parce que dans notre poule, il y avait l'équipe du Maroc, qui est l'équipe vice-championne du Maroc.
Il y a le Cameroun qui est aussi habitué à la compétition. Et il y a Don Bosco de la Côte d'Ivoire aussi qui est habitué à la compétition. On a gagné le match là. L'objectif assigné à Cotonou en ce moment était atteint. Rappeler que Adidja n'est pas une équipe habituée des compétitions internationales. C'est la deuxième participation d'Adidja. Et pour la première participation l'année dernière, nous avons fini 6e. Et donc, nous avons été reçus comme cela se devait à notre tour. Et nous avons pour objectif cette année de faire mieux, de par les conseils que le président nous avait donnés au cours de la préparation. Je vous assure de tout mon soutien et de celui du gouvernement pour vous permettre de réaliser vos ambitions, nos ambitions. Ensemble, nous allons continuer à écrire de belles pages du sport béninois. Actualité internationale en Somalie, Bakou, Danemark et Indonésie, ce sont les étapes de la sélection présentées par Ayelodio Amoussou et Brice Menaï. Les habitants du Somaliland, république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie, sont sortis ce mercredi pour élire leur président au moment où leur quête de reconnaissance internationale secoue la corne de l'Afrique. Les 1,22 million d'électeurs doivent choisir entre le président sortant Moussé Bihi, au pouvoir depuis 2017, le leader du principal parti d'opposition Mohamed Abdullahi et celui du parti de la justice sociale Ali Warabe. Sa quête de reconnaissance est depuis 10 mois au cœur d'une profonde crise diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie, avec qui le gouvernement somalilandais a signé un protocole d'accord controversé. Le texte ne s'est pas pour l'instant concrétisé, mais le président somalilandais Moussé Bihi, son 16 ans, assure que la reconnaissance tant attendue est imminente. Les pays sont encore très loin d'un consensus sur la finance pour le climat, selon une nouvelle ébauche d'accord publiée ce mercredi, au 3e jour de la COP29 à Bakou. Le premier ministre des Bahamas appelle à regarder au-delà des frontières lors de la session plénière son homologue de Grenade, dans les Caraïbes, soulignant que le partenariat pour financer l'adaptation au climat fonctionnerait dans le meilleur intérêt de la planète. Désolé, vous aurez tous les autres détails dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal, vous l'avez compris. Merci à vous, merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.